Titan, pardon, qui tourne autour, et on voit l'ombre de Titan qui tourne. On voit même au passage un petit satellite qui tourne. Alors ça, c'était les meilleures photos qu'on pouvait obtenir à partir de la Terre, en fait, de l'environnement terrestre, puisque c'est pris par Hubble. Comment se repérer dans les anneaux? Eh bien, les anneaux, on n'a pas été très originaux, on les a nommés A, B, C, D dans l'ordre des découvertes. Donc les plus visibles, ça a été A et B. La division de Cassini étant entre A et B. Il y a l'anneau F qui est très intéressant et l'anneau E qui est très très loin. On vous présenterait quelques photos tout à l'heure. Voilà les principaux satellites de Saturne avec les années de découverte. Alors, évidemment, on a découvert ces satellites uniquement les années où Saturne passait par la tranche. On va voir pourquoi. Et en plus, l'ordre des découvertes suit l'ordre de la taille des satellites. On a découvert d'abord Titan, puis Rhéa, Japet, etc., etc. Et notre ami et regretté Audouin Dollfus a découvert en 1966, au pic du Midi, le petit satellite Janus. Il nous a raconté à plaisir, quand il était venu chez nous à plaisir il y a 5-6 ans, sa découverte, comment il était monté sur des ânes en plein hiver au pic du Midi. Enfin, c'était une aventure. Il nous a raconté aussi sa montée en ballon. C'était vraiment un aventurier. Le premier astronaute français presque. Il est monté très très haut à l'époque. Alors, les principaux satellites ont été découverts lors du passage par la tranche. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui, ça vous paraît évident. C'est le moment où les anneaux occultent pas les satellites. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus ébloui par la luminosité des anneaux. Vous voyez, par exemple, dans toutes ces images, ici, une fois que l'anneau a disparu parce qu'on les voit par la tranche, on localise très facilement les satellites, comme ici. Alors que là, on ne le voit pas. On ne les voit pas, ces satellites. Donc c'est pour ça que si on veut étudier les satellites de Saturne, il vaut mieux le faire pendant qu'on les voit par la tranche. Voilà une vue assez complète de tous les satellites et des anneaux. Alors, quelques mots sur Titan. Titan, c'est le plus intéressant des satellites de Saturne et c'est aussi le plus intéressant de tous les satellites du système solaire. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la communauté rarissime des corps qui ont une atmosphère à base d'azote. Il y en a 3 dans le système solaire, c'est les 3 T. La Terre, 80% de ce qu'on respire c'est l'azote. Titan et Triton, satellite de Neptune. Et surtout, Titan a une pression à peu près similaire à la pression terrestre au sol. 1,5 atmosphère. C'est aussi le deuxième satellite le plus gros du système solaire. Il est bien plus gros que notre Lune, d'ailleurs. On les a représentés ici. Le plus gros satellite du système solaire étant Ganymède. Ganymède, alors un mot, tiens, pendant qu'on est là. Ganymède et Europe, qui sont des satellites de Jupiter, vont être les destinations prochaines de la future mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE, qui va aller étudier les satellites glacés de Jupiter. Mais bon, ça prend du temps. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous en parler. Parce que le temps qu'on monte une mission, qu'elle soit acceptée financièrement, qu'on construise les sondes, qu'on envoie, il y a quand même quelques années de voyage, on va voir. Mais en tout cas, ça a été accepté. Donc, Titan, c'est tout à fait opaque, vu de la Terre. Vous voyez les vues de la Terre à partir du VLT en bas à droite, on ne voit pas grand-chose. Il y a des couches de brouillard
qui sont vraiment hermétiques. Alors, Titan, on l'a découvert lors des premières missions spatiales. Pour ceux qui ont les cheveux blancs, il n'y en a pas dans la salle, c'est les missions Pionnier et Voyageur. Moi, je m'en souviens parfaitement. Ça a commencé dans les années 70. On a lancé les Pionniers, qui ont été lancés vers Jupiter et Saturne. Et bon, c'était pas très élaboré comme électronique, mais ils ont ouvert la voie. Et on avait peur à l'époque, ça paraît ridicule maintenant, on avait peur de traverser la ceinture des astéroïdes. On imaginait que c'était comme dans Star Wars, qu'il y avait plein de cailloux. En fait, la ceinture des astéroïdes, c'est vide. Si vous rencontrez par hasard un astéroïde, vous n'avez aucune chance de rencontrer un deuxième. Donc c'est totalement vide. Donc là, on a ouvert la voie et puis on a envoyé, ça c'est les premières images des pionniers, des sondes pionniers. L'électronique n'était pas encore très au point. Lancé en 70, ça veut dire que c'est de la technologie des années 60. Je ne sais pas si vous voyez, c'était vraiment des vieux tromblons. Mais ces sondes, maintenant, il y en a qui fonctionnent, alors pas les pionniers, mais les voyageurs. Et juste pour votre information, je vous ai mis ici où se trouvent nos émissaires interstellaires, disons, ou interplanétaires plutôt. Alors, Pioneer 11 et Pioneer 10 ne fonctionnent plus. Les deux sondes qui sont intéressantes et qui fonctionnent toujours, c'est Voyageur 1 et Voyageur 2. Et Voyageur 1, comme vous voyez, il est à 123, alors ça c'est les données du mois de mars, donc c'est les données que j'ai prises avant-hier, à 123 unités astronomiques de nous, du Soleil. C'est beau, Bon, c'est pas encore l'extrémité du système solaire. 123 unités astronomiques, en gros c'est 2 à 3 fois plus loin que Pluton. Mais vous savez que le système solaire, on définit le système solaire par l'endroit jusqu'où la gravité du Soleil attire les corps. Vous savez que le nuage de Oort, qui est le réservoir principal de comètes autour du Soleil, est situé en gros à 50 000 ou 100 000 unités astronomiques. Oui, c'est une dimension beaucoup plus loin. Donc, il n'est pas encore sorti vraiment du système solaire, si on considère ça. Mais Voyageur 1 est quand même relativement loin. Et fonctionne, et nous donne des informations sur les particules émises par le Soleil jusque dans ces territoires jusque-là inconnus. Et c'est eux qui ont quand même donné le plus d'informations sur le système de Saturne. Il ne faut pas oublier que ce sont des sondes qui n'ont fait que passer. On les a envoyées, il y a eu 10 ou 15 ans de voyage, et pendant 2 semaines, on a fait des photos, puis elles sont parties. Et donc, ils ont montré la complexité des anneaux, et c'est justement à la suite des missions voyageurs qu'on a pensé faire une mission un peu plus complexe, c'est-à-dire ne pas passer, mais se mettre en orbite autour de Saturne. Ça a été la genèse de la mission Cassini, et les Européens ont vraiment été en première ligne pour cette mission, et notamment la personne que vous voyez là, et que malheureusement pas grand monde connaît, c'est Daniel Gauthier de l'Observatoire de Paris, qui a été un des pères fondateurs de la mission Cassini. Et en plus, les Européens, alors il a fallu mettre les Américains dans le coup, bien entendu, puisque c'est quand même des missions qui coûtent très cher. Donc on s'est partagé le bébé avec les Américains. Et puis on a eu l'idée, et là c'est les Européens qui ont eu l'idée, de rajouter un petit module à la sonde Cassini pour aller explorer Titan. Bref, la mission est approuvée en 1982. Alors vous voyez le problème, le temps, elle n'est définitivement financée qu'en 1990. Le
presque le monde entier va y participer, disons l'Europe et les États-Unis et le Canada. Alors, le concept, c'était il fallait avoir le moins de parties mobiles possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a défini cette mission, on a été traumatisé par la mission Galileo qui avait été envoyée à l'époque, dans les années 80, je crois, 80-90, vers Jupiter, où l'antenne ne s'était pas déployée. Il y avait une antenne, il devait y avoir une procédure mécanique qui devait ouvrir l'antenne, et évidemment, on n'a pas pu accéder à toutes les informations de Galileo parce que l'antenne ne fonctionnait pas, il a fallu qu'on transmette les informations sur une antenne beaucoup plus petite, avec un débit réduit, etc. etc. Bref. Donc il fallait, si possible, le moins